C'est maintenant le moment de la semaine où on analyse les dossiers qui ont fait parler au cours des derniers jours à Ottawa. Je retrouve donc Joël Denis, Althia et Daniel. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. D'abord, le Canada qui se serait livré à un génocide envers les femmes et les filles autochtones. Althia, je vais commencer avec vous ce soir. Est-ce que le premier ministre Trudeau a bien fait d'accepter finalement le thème génocide? Je pense qu'il n'y avait pas vraiment le choix parce que le Parti libéral a donné plein de signaux qu'ils étaient vraiment figés sur cet état-là, puis qu'ils voulaient dire aux femmes qui sont venues à la cérémonie de fermeture lundi que le gouvernement était avec eux. Mais je pense que, comme gouvernement, il voulait aussi pas dire qu'il était d'accord. Alors, le mot « accepte », ça veut dire on accepte votre rapport, mais on n'est peut-être pas d'accord. Par contre, là, on a plein de couverture à l'international. On a l'Organisation des États d'Amérique. Amnesty International parle que peut-être la Cour internationale à La Hague, peut-être que les avocats là-bas seraient intéressés à ouvrir une enquête de qu'est-ce qui s'est passé au Canada. C'est pas une bonne chose quand on rentre en élection dans 4 mois. Oui, c'est ça. On a senti, Daniel, d'ailleurs, un malaise de la classe politique canadienne. Même à Québec, M. Legault a refusé de reprendre les mots. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça a été... M. Trudeau est allé trop loin? Ça a attiré beaucoup d'attention. Oui. Donc, un côté pour la commission, je pense qu'il savait ce qu'il faisait. M. Sinclair, Murray Sinclair a déjà parlé d'un génocide culturel. Eux sont allés plus loin. Ça semble être un choix délibéré. C'est sûr que ça a attiré de l'attention. En même temps, ça l'a fait déraper le débat. Donc, ça a fait... Beaucoup du débat a été sur ce mot-là. Je pense qu'on en aurait moins parlé si on n'avait pas utilisé ce terme-là. Ça justifie pas ou ça explique pas nécessairement ce choix-là, mais ça a fait en sorte quand même qu'on en parle plus, qu'on en parle peut-être plus longtemps. Mais c'est sûr que M. Trudeau, en acceptant ce mot-là, mais en ne le reprenant pas nécessairement, peut au moins passer à autre chose et voir s'il y a bel et bien parmi les 231 recommandations, certaines qui valent la peine d'être mises en vigueur. C'est sûr que c'est un grand rapport. La commission demandait encore plus de temps. C'est pas la commission la plus efficace de tous les temps ou celle qui a rendu peut-être un service le plus précis. Sauf que c'est un débat qui est lancé. Les libéraux l'ont invité, ce débat-là. Les conservateurs n'en voulaient pas de cette commission-là. Les libéraux l'ont fait et en vivent maintenant avec les conséquences. Oui. Joël Denis, Althia en parlait il y a un instant, l'impact de l'image du Canada quand même sur la scène internationale. Voilà. Et ça, je pense que c'est important. Et ça a peut-être été un facteur qui explique la réticence de la classe politique à utiliser ce terme parce que quand on utilise ce terme qui est lourd de conséquences, quand on pense au génocide des Juifs qui ont été assassinés... On pense au Rwanda, par exemple. Exact. Donc, c'est lourd de sens. L'extermination d'un peuple. Exactement. Donc, sauf que la classe politique a peut-être été mal à l'aise avec ce terme, mais elle a aussi été sonnée par ce rapport. Et je pense que le fait d'avoir sonné cette classe politique-là va faire en sorte que, peu importe qui va prendre le pouvoir cet automne, le gouvernement qui sera élu va prendre des dispositions pour améliorer le sort des femmes et des filles autochtones. Il y a une volonté politique, je crois, qui existe au-delà de toute étiquette politique, et je pense que c'est le fruit de ce rapport, le terme génocide, de sonner la classe politique. L'arrivée possible de l'ancien ministre péquiste Régent Hébert sur la scène politique fédérale. Daniel, vous êtes un de ceux qui a sorti le scoop cette semaine. Qu'est-ce qu'on doit penser de ça? Bien, les libéraux sont prêts à aller très loin pour peut-être redorer leur image, élargir la coalition. On sent que M. Trudeau, tout seul, ne peut plus faire ce qu'il a fait en 2015. Chez les libéraux, on sent qu'il a besoin d'aide. Donc, on parle de Stephen Guilbeault, qui pourrait se présenter dans Laurier-Sainte-Marie. Régent Hébert, ça reste à voir. Et lui, il semble vouloir se représenter à Sherbrooke, où il a été député péquiste. Chez les libéraux, on le voit beaucoup plus à Montréal. Peut-être à Rosemont, contre Alexandre Boulris, selon les sondages, sur la rive sud de Montréal. Mais c'est cette idée-là que ça prend une coalition maintenant de progressistes qui réussit à mobiliser les Québécois un peu plus progressistes, parce qu'en ce moment, on sent que chez M. Trudeau, tout seul, ne peut plus faire ce qu'il a fait. Ça, parce qu'effectivement, c'est un souverainiste qui s'en vient sur la scène fédérale. Althia, qu'est-ce qu'on en pense? C'est un gros changement, parce que les libéraux, c'était eux qui nous disaient « Ah, les nouveaux démocrates élus en 2011, c'est des souverainistes. » Les conservateurs, « Ah, M. Bernier, il a été un souverainiste. » Puis là, on a Mélanie Joly puis Jean-François Champagne qui disent « Ah, ben on ne parle plus de ça maintenant. Tout le monde est bienvenu dans notre tente. » C'est vraiment du nouveau.
du nouveau sang, Moi, je pense effectivement. que Ouais. si le Parti Ouais. libéral accepte Régent Lebert comme candidat libéral, je pense qu'il va s'attirer davantage de problèmes. Je ne crois pas que sa candidature sera un plus pour le Parti libéral au Québec. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens au sein du Parti libéral qui sont élus et qui siègent à la Chambre des communes depuis déjà 4 ans, qui attendent leur tour pour être ministres. Je vous parle de Joël Lightbound, je vous parle de Stephen McKinnon. Il y en a d'autres qui sont talentueux. Et s'ils voient quelqu'un, comme Régent Lebert, leur passer par-dessus et se voir offrir par le premier ministre, Ça fait des pas contents. je pense que M. Trudeau va se retrouver avec la zizanie au sein de son parti. Je ne suis pas sûr qu'il va être en mesure de le maintenir Mais il y ensemble. en a beaucoup des pas contents qui sont encore dans Ça les risque bancs. d'être pire avec Régent Lebert, parce qu'il y a un ancien souverainiste qui a milité contre les libéraux, qui a déjà été candidat, en fait, qui a milité contre le Parti libéral du Canada, prôné la souveraineté, qui se retrouve comme au sein du cabinet d'un gouvernement de Trudeau. Ma foi, ce serait le monde à l'envers. Oui, puis M. Trudeau a eu pas mal de zizanie dans son parti au cours de l'hiver. Peut-être Voilà, qu'il va il n'y a vouloir pas besoin de ça. Bon, il va falloir voir, parce qu'il faut le dire, M. Hébert s'est montré ouvert à être ministre de la Santé au sein fédéral. Bon, l'affaire Michael Cooper, maintenant député conservateur qui a été destitué du comité de la Chambre pour avoir cité l'auteur de la tuerie de la Nouvelle-Zélande. Est-ce qu'on a eu raison, Daniel, de le destituer? Je pense que c'était un défi pour M. Scheer. En fait, c'est arrivé, l'histoire est sortie jeudi passé en fin de journée, mais ça s'est passé vraiment mardi, le jour même où M. Scheer faisait son discours sur l'immigration en disant « Les extrémistes, les racistes, on ne les veut Ça plus. » tombe mal. Donc, ça a mal tombé, je pense que c'est là. C'est un test pour M. Scheer. Moi, je pense avant tout, c'est un rappel que chez les conservateurs, peu importe ce que M. Scheer dit, Oui. il a dit souvent qu'il est contre les racistes. Mais les libéraux vont toujours continuer à l'attaquer là-dessus en citant des Michael Cooper et peut-être d'autres gens à l'intérieur du Parti conservateur. Parce qu'il faut mentionner que c'est excusé, mais quand même, l'impact de ça, selon vous, Althia, sur les troupes conservatrices... Oui, mais des fois, M. Scheer, il ne s'aide pas. Alors oui, il a dit on vous montre la porte, vous n'êtes pas bienvenue chez nous. Qu'est-ce que M. Cooper faisait avec ce manifesto-là au comité? Pourquoi il est rentré avec ça? On ne l'utilise pas si on ne l'a pas. Moi, ce que j'ai trouvé qui était un petit peu bizarre, c'est, oui, la réponse est venue samedi soir, très tard. Il n'y a pas de journaux le dimanche matin. On ne fait pas une annonce qu'on est très fiers un samedi soir en soirée. Monsieur Cooper est sorti du comité. Il reste 4 réunions, je crois, mais il fait encore partie du cabinet fantôme. Il est encore critique junior de la justice. Si Monsieur Scheer voulait dire que quelqu'un comme ça ne va pas faire partie de mon équipe, je pense qu'il aurait mieux fait de dire qu'il n'est plus critique. Il ne fait plus partie de mon entourage. Le laisser au comité ou peut-être qu'il ne soit plus vice-président du comité parce qu'il y a une prime quand même quand on est vice-président, ça aurait été peut-être une autre option. Mais le fait qu'il est juste venu comme... Il a fait un petit pas, mais il n'est peut-être pas allé assez loin, je pense. Joël Denis? Oui, M. Scheer se trouve à prêter le flanc aux critiques parce que, justement, à la lecture de beaucoup de gens, beaucoup d'observateurs, Michael Cooper aurait dû être suspendu du caucus pour une certaine période. Ça aurait été le purgatoire qui était mérité en raison des gestes qu'il a posés devant le comité. Enfin, et je pense que l'allusion qu'a faite Daniel est tout à fait juste, à savoir que M. Scheer avait prononcé un discours justement montrant l'ouverture du Parti conservateur à l'immigration. Le même jour, M. Cooper fait cette esclandre au comité. Ça n'aide pas la cause d'Andrew Scheer, évidemment. On parlait tout à l'heure de la zizanie au sein des troupes libérales au cours de l'hiver. Deux qui ont été un peu au cœur de la zizanie, Mme Wilson-Raybould et Mme Philpott, qui se présentent, on le sait maintenant, comme candidate indépendante. Il y a eu des sondages maintenant qui sont effectués, Main Street, qui montrent que ça pourrait être difficile pour Jane Philpott de se faire élire comme indépendante dans sa circonscription en Ontario. C'est pas une grosse surprise quand même, Daniel. C'était clair qu'elle l'aurait pas facile. C'est ça. C'est toujours difficile pour les indépendants. Il faut être très connu dans leur communauté. Peut-être que dans la grande région de Toronto, c'est peut-être un peu plus dur parce que c'est des grosses communautés. Les gens oublient. Des fois, les gens ne savent même plus c'est qui leur député. Ils ne savent pas exactement dans quelle circonscription ils habitent. Je pense que c'est plus facile d'être un indépendant et d'être reconnu, qu'on est vraiment associé à un lieu particulier. Pour Mme Philpott, ça va être difficile, mais elle avance quand même des points et je pense qu'elle va quand même garder une certaine voix publique durant la campagne. Est-ce qu'elle sera élue? Ça reste à voir, mais je pense que les sondages semblent indiquer déjà ce qu'on avait déjà dit il y a quelques semaines ici, c'est que c'était plus facile pour Mme Wilson-Raybould que pour Mme Philpott. Parce que, justement, Althia, effectivement, Mme Wilson-Raybould est très connue dans la région dans sa circonscription de Vancouver-Granville. Il semble que ça va être plus facile pour elle de se faire élire comme candidate indépendante. Bien, c'est un comté qui est beaucoup plus urbain, Vancouver-Granville. Markham, moi, qu'est-ce qui m'a surpris du sondage de McLean's de Main Street,
je pensais que les conservateurs seraient de l'avance. Les libéraux sont de l'avance, les conservateurs sont deuxième, 35 à 30 puis Mme Philpott, elle est à 19 points, mais c'est juste 650 personnes, je pense qu'ils ont téléphoné. Mais c'est quand même un comté qui était conservateur. Alors, s'il y a une base, déjà, c'est qui ce 19 %-là qu'ils ont dit qu'ils allaient voter pour Mme Philpott? Est-ce que c'est des conservateurs? Parce que les libéraux, ils ne semblent pas avoir bougé trop. Vancouver-Grenville, c'était un autre comté qui est comme genre 60-40 pour libéraux conservateurs si on regarde la 2011. Mais Mme Philpott, Mme Jody Wilson-Raybould ne venait pas de ce comté-là. Alors, si les libéraux, ils ont un candidat qui est très connu ou une candidate qui est très connue dans le comté, peut-être que Mme Jody Wilson-Raybould aussi, ça va être beaucoup plus difficile pour elle de gagner. Joël Denis, le mot de la fin. Oui, Mme Wilson-Raybould compte un avantage certain. Même l'exécutif de l'association de la circonscription a démissionné pour l'aider à se faire élire comme indépendant. C'est quand même pas rien, effectivement. C'est pas rien. Et le sondage qui a été mené par McLean mesurait à la fois la popularité de Mme Wilson-Raybould contre Justin Trudeau. On nommait le chef là, du parti, donc Jody Wilson-Raybould, Justin Trudeau du Parti libéral, pour donner un peu, voir l'influence qu'elle avait. Et malgré tout, elle était en avance. Donc, je pense que ces assises sont solides et on va avoir une belle surprise, je crois, le 21 octobre. C'est dire qu'elle est, elle semble, en tout cas, à ce stade-ci des procédures, être dans une bonne position. Joël Denis, Althia, Daniel, merci beaucoup. Merci. À la semaine prochaine.